Imaginons un instant prêter 1000 euros à un promoteur immobilier qu'on n'a jamais rencontré. Ouais, un parfait inconnu. Voilà, un parfait inconnu, pour financer un immeuble qu'on verra probablement jamais de notre vie, le tout avec la promesse d'un rendement, tiens-toi bien, de 12% par an. C'est le chiffre qui fait tourner la tête en ce moment. Bah oui, c'est énorme. Du coup, la question se pose immédiatement. Est-ce que c'est l'opportunité d'investissement de la décennie, rendue possible par Internet, ou est-ce que c'est juste un aller simple vers une perte totale de son argent? C'est exactement la ligne de crête qu'on va essayer de marcher aujourd'hui. C'est ça, on a devant nous une vraie montagne de notes, des dossiers financiers, des analyses sectorielles entières consacrées à ce phénomène qui bouleverse vraiment notre rapport à la pierre, le crowdfunding immobilier. Ou financement participatif en bon français. Exactement. Et l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est pas du tout de faire un procès à ce système. C'est vraiment de regarder sous le capot. Parce que, historiquement, l'immobilier, c'est lourd, quoi. C'est tangible, c'est de la brique, du ciment. C'est ça. On s'endette sur 25 ans, on va signer chez le notaire, on a des clés physiques dans la main. Et aujourd'hui, on a ces plateformes qui promettent de balayer toute cette friction pour transformer l'immobilier en un simple clic. Et c'est justement cette disparition de la friction, ce côté magique, qui rend l'analyse de nos sources si passionnante. En fait, pour comprendre cet engouement massif, il faut vraiment opérer une rupture conceptuelle totale avec ce que notre cerveau associe d'habitude au mot immobilier. C'est-à-dire? Quand on entend parler de pierre, notre instinct, il nous pousse direct à penser à la propriété. On imagine un actif refuge. Ouais, un truc solide qui va pas s'envoler. Voilà, quelque chose qui, dans le pire des scénarios, existera toujours physiquement. On pourra toujours aller toucher le mur. Or, tout le modèle du financement participatif repose sur un changement de nature juridique qui est franchement souvent très mal compris par ceux qui cliquent sur le bouton «Investir». Ah oui, c'est d'ailleurs le point central qui ressort des toutes premières pages de notre dossier, ce fameux glissement juridique. Absolument crucial. En gros, l'argent est collecté pour un promoteur, lui, il va construire ou lourdement rénover un bâtiment, mais la personne qui met ses 1000 balles ou ses 10 000 euros sur la plateforme, elle possède pas la moindre fraction de brique en fait. Zéro. Aucune brique, aucune fenêtre, rien. Devient absolument pas propriétaire du bien. Non, on devient un créancier. Et c'est la distinction fondamentale. Un prêteur, quoi. C'est ça. En finance, la différence entre posséder du capital, ce qu'on appelle l'équité, et détenir de la dette, ça modifie entièrement ton profil de risque. Je t'explique. Dans un achat classique, si le marché flambe, le propriétaire encaisse la plus-value, n'est-ce pas? Oui, il revend plus cher et il fait un bénéfice. Voilà. Mais ici, en tant que créancier, tu ne participes aucunement à la création de valeur finale de l'immeuble. Qu'il soit revendu avec un bénéfice record ou alors tout juste à l'équilibre, le contrat reste exactement le même. Donc le promoteur, lui, il s'est juste engagé à rembourser le prêt initial avec un intérêt fixé à l'avance. Point barre. C'est exactement ça. Donc si je résume bien l'image, on joue littéralement le rôle de la banque. On est la banque. C'est fou, on fournit la trésorerie pour que le professionnel puisse faire tourner son chantier, payer ses artisans ou acheter son terrain. Mais, et là il y a un mais, si on joue le rôle de la banque, il y a un détail qui cloche vraiment dans nos notes. Les taux. Voilà, les taux affichés. On parle de rendement annuel qui se situe entre 7 et 12%. 12%. C'est très élevé. Dans un monde économique normal, une banque commerciale, elle va jamais facturer 12% à un promoteur solide. Non, jamais. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout au même niveau que la banque traditionnelle dans ce montage aussi. Ton observation est super juste. Et ça nous amène directement à ce qu'on appelle la structure de financement, ou le capital stack, en anglais, d'un projet immobilier. C'est là que toute la mécanique s'éclaire en fait. Vas-y, je suis tout oui. Imaginons un promoteur qui lance un projet de, disons, 10 millions d'euros. Il vient jamais, au grand jamais, avec la totalité de la somme de sa poche. Ah non, ce serait trop beau. Il va d'abord voir une banque classique. La banque va lui prêter, mettons, 70% du montant. Et ça à un taux relativement bas. Mais la banque exige que le promoteur apporte le reste, donc 30%, en fonds propres. Pour prouver qu'il a aussi des billes dans le jeu, quoi. Exactement. Sauf que, bien souvent, le promoteur, il les a pas, ces 30%, ou alors il préfère les garder sous le coude pour lancer 3 autres chantiers en parallèle. Et c'est là qu'intervient la fameuse foule, le crowd, du crowdfunding. Précisément. Le crowdfunding, il vient combler ce trou, cette espèce de zone grise entre le prêt bancaire bien sécurisé et les vrais fonds propres du promoteur. C'est ce qu'on appelle techniquement de la dette mezzanine. Dette mezzanine, d'accord. Et le fait d'être placé là, dans cette position précise de la structure de financement, ça explique absolument tout, à commencer par le fameux rendement. La banque classique, elle accepte un taux bas parce qu'elle prend une garantie hypothécaire de premier rang.
Donc, si tout s'effondre, c'est la banque qui se sert la première. Elle saisit le terrain, elle le revend et elle se rembourse en priorité. L'investisseur en crowdfunding, lui, il passe en second, voire même en troisième position. Ok, j'ai une image. C'est comme une file d'attente en cas d'incendie dans un immeuble. C'est un peu ça, ouais. Si le projet fait faillite, le feu se déclare, la banque sort en premier avec ce qui reste de valeur dans les poches. Et la foule des petits investisseurs, elle attend derrière la porte, dans la fumée, en espérant qu'il reste quelques miettes. C'est très visuel, mais c'est tout à fait ça. Ce qui justifie du coup qu'on exige d'être payé 12%. C'est pour compenser ce risque de passer en tout dernier. Voilà. La réalité des recours juridiques, elle est parfois encore plus complexe et franchement moins favorable aux particuliers, mais l'idée est là. Ce taux à 2 chiffres, c'est pas du tout une anomalie du marché, ni un cadeau super généreux du promoteur. C'est le prix du risque. C'est la tarification exacte d'une position de subordination dans un montage financier qui est par nature risqué. Ah d'accord. Ce qui m'amène à la grande question de l'attrait de ce système en fait. Parce que, vu comme ça, on pourrait se dire que face à une telle vulnérabilité, les gens fuiraient en courant. Et pourtant, Et pourtant, nos données montrent l'inverse. Il y a des milliards d'euros qui sont injectés sur ces plateformes chaque année. L'engouement est phénoménal. Et quand on regarde la psychologie derrière tout ça, il y a plusieurs facteurs qui créent un vrai appel d'air. Le premier, et c'est hyper clair dans les notes, c'est l'accessibilité pure et simple. ah oui, le modèle, il vient carrément pulvériser la barrière à l'entrée historique de l'immobilier. Traditionnellement, investir dans la pierre, ça demande un apport conséquent. Ça demande des frais de notaire super lourds et il faut aller faire le beau devant un banquier pour le convaincre de ta solvabilité sur 20 ou 25 ans. La galère classique, quoi. C'est ça, le crowdfunding, il transforme cet investissement élitiste en un produit de grande consommation. Avec des tickets d'entrée qu'on voit parfois à 100 euros ou 1000 euros, c'est dingue. On démocratise vraiment l'accès à des projets de promotion qui étaient autrefois réservés à des gros fonds d'investissement institutionnels ou à des cercles très très fermés. Et la forme joue beaucoup aussi. Totalement. Faut avouer que l'expérience utilisateur de ces plateformes, elle est redoutable. On se connecte depuis son canapé, on a des super belles photos d'architectes en 3D du futur bâtiment. Avec le ciel bleu, les petits arbres. Ouais, les oiseaux qui volent. T'as une barre de progression qui se remplit en temps réel pour te montrer la collecte des fonds, genre plus que 10% avant la fin. Et t'as un gros bouton investir. C'est presque un jeu vidéo en fait, c'est ludique. Et c'est là qu'on touche à une dimension comportementale super intéressante abordée dans nos sources. Cette simplicité d'utilisation, l'absence totale de friction dont on parlait tout à l'heure, ça agit vraiment comme un anesthésiant sur notre perception du risque. Un anesthésiant, carrément. Ouais. Dans un achat immobilier classique, la lourdeur administrative, les visites qu'il faut faire, les contre-visites, les 100 pages de diagnostic à lire, L'enfer administratif français. exactement. Toute cette friction, ça force l'acheteur à faire preuve de diligence, à se poser et à réfléchir. Sur une plateforme en ligne, la transaction s'apparente presque à l'achat d'un billet de train sur une appli. C'est trop lisse. C'est tellement lisse que le continent te fait complètement oublier la dangerosité du contenu. C'est exactement ce qui me rend hyper sceptique face à ces interfaces. Cette fluidité, elle masque la réalité de la boue sur le chantier, quoi. Et puis, il y a un autre ressort psychologique ultra puissant qui est mentionné dans l'analyse de nos dossiers. C'est la durée de l'engagement. Ah, l'horizon temporel! Ouais, on n'est pas sur le bon vieux crédit sur 25 ans qui pèse sur les épaules comme une enclume. Les contrats d'emprunt sur ces plateformes, ça dure généralement entre 12 et 36 mois maximum. Et ça, c'est un argument de vente majeur. L'investisseur, il a l'illusion d'un contrôle accru sur son argent. S'engager sur 2 ans, ça semble gérable, c'est prévisible, on se projette super facilement. On se dit, dans 2 ans, je récupère ma mise pour payer les études du petit. 24 mois, ça crée une pression colossale sur le dos du promoteur. Forcément. Le moindre petit retard administratif ou technique, il vient heurter de plein fouet l'échéance de remboursement des investisseurs. Et justement, parlons-en de ces retards. Parce que c'est là qu'on bascule vraiment dans la section de nos dossiers consacrée à la dure réalité du terrain et aux risques cachés. Ce fameux taux de 12%, on a bien compris que c'était d'une prime de risque. Mais c'est quoi les scénarios concrets qui font que cette prime se justifie dans la vraie vie? Comment ça peut mal tourner, tu veux dire? C'est ça. Comment un beau projet en 3D peut dérailler au point que l'argent des investisseurs soit menacé? Les scénarios de défaillance sont multiples et malheureusement tristement banals dans la promotion. Imaginons un cas d'école très fréquent qu'on voit dans nos notes. Un promoteur identifie un super terrain. Il lève des fonds en crowdfunding pour l'acheter et lancer les travaux. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Mais au moment de déposer le permis de construire, bim, une association de riverains qui veut sauver un arbre dépose un recours. Ah, le classique. Le grand classique.
Le projet est bloqué administrativement. Et ça peut durer 18 mois, facilement. Et pendant ces 18 longs mois, le compteur tourne, j'imagine. Les intérêts de 12% qu'on a promis aux investisseurs, ils continuent de s'accumuler sur le papier, alors qu'en vrai, aucune brique n'a été posée et qu'aucun revenu ne rentre dans les caisses. C'est exactement ça. Et tiens, ajoutons à cela une petite crise par-dessus, une hausse soudaine du coût des matériaux. Disons 30% d'augmentation sur le prix du béton et de l'acier, comme on a pu le voir avec les récentes crises géopolitiques. Aïe. Le budget initial du promoteur, il explose complètement. Du coup, quand le recours administratif des voisins est enfin purgé et réglé, le projet n'est tout simplement plus rentable. Et là, la banque principale, elle dit quoi? Elle refuse de rallonger sa ligne de crédit, évidemment. Le chantier s'arrête net et le promoteur dépose le bilan. Le cauchemar. Et dans ce naufrage, comme on l'a vu tout à l'heure avec la fameuse file d'attente du financement, la banque récupère le terrain, elle le vend pour se rembourser, elle. Et la plateforme de crowdfunding, qui représente tous les petits investisseurs en dette mezzanine, elle se retrouve avec une créance totalement irrécupérable. Verser 1000 euros, c'est évaporé. Piou. Et nos sources insistent bien là-dessus, c'est le fameux risque de perte en capital total. C'est pas juste un risque théorique imprimé en tout petit en bas de la page web. Non, c'est la matérialisation d'un risque opérationnel tout à fait standard dans l'industrie de la construction. C'est ce danger bien réel de la vraie vie que le marché rémunère à 12%. Le taux élevé, c'est pas un thermomètre de la générosité du promoteur, c'est une alarme incendie. Une alarme incendie qui indique la probabilité que ce scénario catastrophe arrive. Voilà. On en revient à cette loi implacable de la gravité financière, un rendement qui est très supérieur à la moyenne du marché sans un risque équivalent en face, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il y a un autre risque pointé par nos dossiers qui est tout aussi pernicieux à mon avis. C'est le piège de l'illiquidité. On a évoqué l'attrait d'une durée courte tout à l'heure, genre 12 à 36 mois, mais faut préciser un truc fondamental. Pendant cette période, l'argent, il est littéralement coulé dans le béton. Ouais, et c'est une notion que le grand public a vraiment du mal à intégrer. Surtout ceux qui sont habitués au marché boursier ou au simple livret A réglementé. Bah oui, parce qu'en bourse, si t'achètes une action Apple et qu'une mauvaise nouvelle tombe le lendemain matin, tu peux revendre ta position depuis ton téléphone en quelques millisecondes. Exactement. Tu encaisses une perte, c'est sûr, mais au moins tu récupères du cash. Ton argent est liquide. Alors que sur ces plateformes de crowdfunding immobilier, il n'y a quasiment aucun marché secondaire digne de ce nom. Moi, j'ai envie de comparer ça à être passager dans un train à grande vitesse où le conducteur roule à l'aveugle. J'aime beaucoup l'image. Une fois que les portes se ferment, que le train quitte la gare, on ne peut pas descendre en marche, même si on voit un énorme mur se profiler à l'horizon. Si au bout de 6 mois, l'investisseur il a un pépin, un besoin urgent de liquidité pour un problème de santé ou une urgence familiale, cet argent, il n'est juste pas disponible. Il n'existe plus sous forme d'euros sur un compte. Il existe sous forme de poutrelles métalliques sur un chantier à l'arrêt quelque part en banlieue. C'est glaçant dit comme ça, hein. L'image du train dont on ne peut pas descendre, elle illustre parfaitement cette illiquidité. Et attention, ce risque, il est démultiplié quand il se combine avec un autre comportement très très répandu qu'on voit bien dans notre analyse, Lequel? le risque de concentration. C'est hyper classique. Beaucoup d'investisseurs débutants se laissent séduire par un projet très spécifique, peut-être parce qu'il se situe dans leur région ou parce que l'image 3D avec la piscine sur le toit est particulièrement belle. Ouais, le coup de cœur émotionnel. Et bim, ils y allouent une part totalement disproportionnée de leur épargne. Mettre tous ses œufs dans le même panier, en somme. Toujours la même erreur. Si on a, 10 000 euros d'épargne en tout et pour tout, et qu'on les place intégralement sur le projet de construction d'une résidence balnéaire à 12%, en fait, on fait un pari binaire. À pile ou face. Ou en tout cas une bonne partie, elle est effacée en un claquement de doigts. Et c'est là, précisément là, que se trouve la différence entre une approche purement spéculative, jouée au casino, et une véritable stratégie d'investissement. Parce que nos données, elles montrent bien que l'outil en lui-même, il est ni bon ni mauvais. C'est juste un marteau, quoi. Le crowdfunding est une mécanique financière. Tout dépend de la manière dont on l'intègre dans un portefeuille global. C'est ce qu'on appelle l'étape de la rationalisation. C'est bien sûr la diversification, mais une diversification appliquée de manière quasi mathématique. Ah oui, c'est la seule réponse structurelle à la probabilité de défaut d'un projet. Si on reprend notre exemple des 10 000 euros d'épargne de tout à l'heure, Ouais. l'approche rationnelle, ça consiste à ne surtout pas les placer sur un seul immeuble, mais à répartir cette somme sur, disons, 20 projets distincts, des petits tickets de 500 euros chacun. 20 projets différents. 20 projets différents, portés par des promoteurs différents, dans des régions géographiques différentes, et même sur des types de biens différents.
Tu mélanges du résidentiel, des locaux commerciaux, de la logistique. Ok, je vois. Ainsi, on crée une sorte d'amortisseur statistique. C'est le mot. Sur ces 20 projets, il est statistiquement hautement probable qu'un ou deux subissent des retards majeurs, ou même fassent faillite, comme on disait. C'est inévitable sur le volume. Mais les rendements générés par les 18 autres projets qui se passent bien, eux, ils viendront absorber cette perte ponctuelle. Exactement. Le rendement global du portefeuille sur l'année passera peut-être de 12% théorique à, disons, 7 ou 8% réel net des pertes. Mais le capital global, lui, il sera préservé. C'est vraiment l'essence même de la gestion des risques. Mais en lisant les notes, je vois qu'il y a un prérequis vraiment essentiel à cette stratégie. La sélection de ces 20 projets, elle ne peut pas se faire au doigt mouillé, ni juste en classant la page web par le filtre taux le plus élevé. Surtout pas. C'est pour cela que tous les rapports insistent aussi lourdement sur la nécessité d'une analyse pointue, presque professionnelle avant chaque petit clic d'engagement. Et c'est souvent là que l'accompagnement par des conseillers pros prend tout son sens. Bah oui, parce que lire le vrai bilan comptable d'un promoteur pour vérifier son niveau d'endettement réel, ça s'improvise pas du tout. Un particulier, il peut super facilement se laisser berner par les jolies plaquettes commerciales. Complètement. Un professionnel, lui, va regarder derrière la façade de la plaquette. Par exemple, une des sources mentionne un point crucial, le taux de pré-commercialisation, C'est-à-dire? la VGFA. Oui, la vente en état futur d'achèvement. C'est vraiment un indicateur de viabilité majeur. Un investisseur averti, il ne va pas se contenter de regarder la promesse de rendement à 12%. Il va vérifier si le promoteur a déjà prévendu sur plan, genre 50, 60 ou même 70% des futurs appartements, avant même d'avoir creusé le premier trou. Ah, malin. Si c'est le cas, le risque commercial est considérablement réduit. Bah oui, l'immeuble il est quasiment déjà payé par ses futurs vrais occupants. Le promoteur est sûr de son coût. À l'inverse, si tu finances un projet purement spéculatif, où absolument rien n'est vendu à l'avance, bah tu t'exposes de plein fouet aux aléas d'un marché qui peut complètement se retourner le temps que la construction s'achève. C'est hyper logique. En fait, si on devait synthétiser le rôle de ce type d'investissement dans une stratégie patrimoniale globale, j'aurais tendance à dire que le crowdfunding immobilier, c'est surtout pas les fondations d'un patrimoine. Ah non. Les fondations, ça doit être du solide, du garanti, du liquide. Le crowdfunding, moi, je le vois plutôt comme le turbocompresseur dans le moteur d'une bagnole. Ah, j'aime bien ça. L'image du turbocompresseur, techniquement, c'est vachement plus juste que beaucoup d'analogies culinaires qu'on entend d'habitude. Bah oui, un turbo, ça utilise les gaz d'échappement pour forcer plus d'air dans le moteur et augmenter drastiquement la puissance, mais sur de courtes durées. Exactement. Si on installe ce turbo, qu'on l'utilise par petits à-coups pour donner un coup d'accélération au rendement global de son portefeuille, bah c'est un outil formidable. Mais si on essaie de faire tourner le moteur de la voiture en permanence uniquement sur la puissance maximale du turbo, sans se soucier du refroidissement ou des pièces mécaniques de base, Le moteur finit inévitablement par exploser. voilà, ça casse. L'exposition à ce type de classe d'actifs, elle doit impérativement rester minoritaire. Une toute petite fraction de l'épargne globale. C'est la limite de sécurité indispensable. En dépassant un certain pourcentage de son patrimoine, généralement les gestionnaires prudents disent de ne pas dépasser les 5 à 10% maximum, eh ben on ne cherche plus du rendement. On s'expose carrément à un risque de ruine. Et nous voici arrivés au terme de l'analyse de nos dossiers sur ce mécanisme vraiment fascinant qu'est le crowdfunding immobilier. En résumé, on a bien vu que derrière la promesse très marketing d'une démocratisation de l'accès à la pierre, et surtout derrière ces taux à 2 chiffres super alléchants, se cachent des mécanismes de dette subordonnée vraiment très complexes. Avec des risques réels. Oui, l'absence de garantie solide en cas de faillite du promoteur et le blocage total des fonds pendant des années, tout ça, ça impose une prudence extrême. Ça demande une diversification chirurgicale sur de nombreux projets et une vraie capacité à lire entre les lignes des bilans de promotion. Et j'ajouterais que cette prudence, elle est encore plus requise aujourd'hui dans un environnement économique où l'argent n'est plus gratuit. Bien sûr. Le modèle du crowdfunding, il a connu son âge d'or quand les taux directeurs des banques centrales étaient à zéro et que tout s'envolait. L'épreuve du feu pour ces plateformes aujourd'hui, et surtout pour leurs investisseurs, c'est la normalisation actuelle de l'économie. C'est un point fondamental. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va laisser tous ceux qui nous écoutent réfléchir aujourd'hui. On a établi tout au long de cette discussion que les promoteurs venaient chercher des fonds sur Internet auprès des particuliers. Oui. On a compris que ces mêmes particuliers se retrouvaient dans une position très fragile de créanciers juniors, absorbant le risque maximal, pour un taux de 12%. Mais il y a un angle mort dans tout ce tableau. Une déduction qui s'impose presque naturellement quand on lit l'ensemble des flux financiers globaux de nos dossiers.
L'angle mort du système bancaire traditionnel, c'est ça. Précisément. Les grandes banques, ce sont des armées entières d'analystes dont l'unique métier, de 8 heures du matin à 20 heures le soir, c'est de mesurer, d'évaluer et de tarifer le risque. C'est leur cœur de métier. Si ces institutions, avec toute leur puissance de calcul incroyable et leur accès privilégié aux données des entreprises, refusent de prêter les derniers millions d'euros nécessaires à un promoteur, L'obligeant du coup à se tourner vers des particuliers sur des applications mobiles. voilà, en leur promettant des rendements exorbitants. La vraie question, c'est: que nous dit ce transfert de risque silencieux? Qu'est-ce que cela signifie vraiment sur la santé profonde du secteur de la construction aujourd'hui? Et surtout, pourquoi le marché estime-t-il que c'est à l'épargnant lambda dans son salon de porter un risque que les banquiers professionnels refusent catégoriquement de toucher avec un bâton de 10 mètres? C'est brillant. C'est la réflexion ultime que tout candidat à l'investissement devrait mener avant d'agir. Est-on vraiment en train de saisir une opportunité géniale que les banques délaissent par pure rigidité administrative? Ou est-on, plus cyniquement, en train de servir de variable d'ajustement pour financer des projets toxiques qui ont été exclus du financement classique? C'est exactement sur cette question macroéconomique complexe que s'achève notre plongée au cœur de la dette immobilière participative. Comprendre les mécaniques réelles cachées derrière les promesses marketing, c'est la seule véritable barrière de sécurité de l'investisseur. Gardons l'esprit d'analyse vif, interrogeons toujours la source de la rentabilité qu'on nous propose, et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage passionnant.